Bon, pour aller vite, on va commencer par le chapitre donc, 3. L'autre, là, vous pourriez l'avoir sur support. Vous allez lire et puis s'il y a des questions, vous allez les poser. Alors, donc nous allons voir ça va mieux ou c'est le bilan. Certainement, vous avez déjà entendu parler. Maintenant, vous allez vous charger de passer les slides. Les slides. Vous vous lire le soir. Nous allons voir aujourd'hui le bilan. Alors, chaque personne ici peut savoir c'est quoi un bilan. Pas au sens économique, au sens comptable. À la fin de l'année, beaucoup de gens disent je vais faire le bilan de mon année. On est d'accord? Et quand les gens disent je ferai le bilan de mon année, ça veut dire qu'ils vont mettre d'un côté ce qu'ils ont pu avoir, de l'autre ce qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont pas pu avoir. Et avec une activité économique, c'est exactement pareil. Chaque année, les agents économiques, pour ne pas dire les entreprises, s'arrêtent et mettent d'un côté ce qu'ils ont pu avoir et de l'autre ce qu'ils ont eu comme engagement ou comme dette. Et donc le bilan, pour nous, en comptabilité, ce sera ce document-là qui va nous permettre de retracer économiquement, d'un côté, l'ensemble des biens qu'on va appeler plus tard actifs, et de l'autre, l'ensemble des dettes qu'on va appeler passifs. Et cet état-là va permettre à l'entreprise de pouvoir connaître l'état de sa situation financière, l'état de son patrimoine. Chaque personne, telle qu'elle est là, a un patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est tout ce que vous possédez comme bien et tout ce que vous possédez comme dette. La différence de cela, c'est ce qu'on appelle par patrimoine. Et donc, pour une entreprise, c'est exactement pareil. L'entreprise a d'un côté ce qu'elle a, ce qu'elle possède, ce qui lui appartient, qu'on va appeler plus tard actif, et de l'autre, ce qu'elle n'a pas ou ce qui ne l'appartient pas, qu'on va appeler plus tard par dette. La différence, on va voir, ça va être les capitaux, le patrimoine. Alors, l'activité économique de l'entreprise la conduit à réunir différents moyens pour produire des biens ou services dont la vente doit permettre de couvrir les dépenses qu'il faut supporter et de dégager un revenu, un résultat. Quand une entreprise fonctionne, travaille, il y aura d'un côté ce qu'elle aura comme produit, on va voir c'est quoi les produits, de l'autre, elle aura des charges, disons, d'un côté les recettes, ne pas dire les produits, de l'autre, il y aura les dépenses. Et donc la différence de tout cela va constituer ce que l'entreprise va appeler un résultat, qui va être soit une perte, dans quel cas l'entreprise réalise une perte? Le résultat n'est pas bon. Or, résultat déficitaire. Il n'est pas bon, c'est un résultat déficitaire. C'est quoi un résultat déficitaire? Lorsqu'il y a assez de pertes dans l'entreprise. C'est-à-dire, quand je parle de perte. Dis en anglais, je vais traduire. Vas-y, il est à la publicité, c'est le mot. When there's lost instead of profit. Donc, il dit lorsqu'il y a une perte
au lieu d'un profit. Mais moi ici, je suis en train de dire à quel moment est-ce que l'entreprise est en perte? Lorsqu'il contracte les dettes. En fait, donc, elle constate une perte, c'est lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes. Voilà. Nous, après, on va aller un peu plus loin. Quand on va donc aller dans le cours, on va aller plus loin pour voir c'est quoi une perte ou c'est quoi un bénéfice. Mais, classiquement, traditionnellement, quand on était au primaire, CM1, c'est pourquoi je vous dis toujours, la comptabilité, même au primaire, on peut apprendre la comptabilité. Et quand on était au primaire, on nous disait bien que maman est allée au marché. Vous vous rappelez, non? Maman est allée au marché, elle est allée faire le marché au panier avec 1000 francs. Elle a acheté des articles à 700. Combien lui reste-t-elle? Ou bien elle a acheté les articles à 1100. Est-ce qu'il y a une perte ou un bénéfice? On nous disait ça au primaire, vous vous rappelez, non? Pourquoi vous n'arrivez pas à dire la même chose? Lorsque les ressources sont plus que les emplois. Là, c'est un peu trop loin, mais c'est même pas ça. Mais lorsque, il faut simplement dire, lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes. Voilà. Nous, on va aller plus loin, on va voir lorsque les charges sont supérieures aux produits. Maintenant, lorsque les produits sont supérieurs aux charges, on verra que ça donne un profit. Alors, les informations concernant ces moyens ainsi que les résultats qui ont permis de les obtenir sont donnés par un document comptable, le bilan, pour les étudiants. Alors, l'enregistrement et le classement des opérations, le calcul des termes des résultats relève d'un ensemble de mécanismes comptables que nous retiendrons dans un deuxième chapitre. Donc, nous ici, nous allons d'abord voir les mécanismes, le bilan, comment est-ce qu'il est élaboré, sans aller dans les détails, hein, parce que les détails, ça va être à la fin de notre programme, quand on va faire les états financiers. Mais ici, l'idée, c'est juste d'abord de voir fondamentalement c'est quoi un bilan, c'est quoi l'actif, c'est quoi le passif, etc. Et maintenant, après, on va voir les mécanismes comptables. Comment est-ce que un débit fonctionne, un crédit, un compte, etc. Comment on enregistre ces opérations, etc. Ça sera dans le chapitre suivant. Alors, pour les mettre en œuvre et produire un certain nombre de documents comptables, les entreprises doivent adopter une organisation dont nous exposerons dans un troisième chapitre quelques-unes des caractéristiques. Nous présenterons enfin dans un quatrième chapitre les normes qui régissent cette technique de plus en plus codifiée qu'est la comptabilité. Alors, la dernière fois, on avait dit c'était quoi la comptabilité. Et on avait vu que c'est une technique qui est assez normée, assez codifiée. Et d'ailleurs, elle est souvent assez codifiée que ça relève de conventions généralement acceptées. Et ces conventions peuvent varier d'un pays à un autre. Les conventions qu'on applique par exemple en Afrique du Sud ne sont pas les mêmes qu'on applique ici au Congo, ne sont pas les mêmes qu'on applique aux USA, etc., etc. Et nous ici, la comptabilité est régie par le droit WADA. Et quel est l'acte uniforme qui régit la comptabilité de notre espace? Qui connaît? Le Cisco WADA. Je disais ça dans l'intérieur. Bon, ok. Mais le Cisco WADA, c'est le système comptable WADA. Bon, ça, c'est un peu la mécanique, d'accord? Ou la mécanique comptable. Mais le document juridique, si vous voulez, le texte juridique le code qui régit, pas le code WADA, on l'appelle l'acte uniforme. Des systèmes. Non, l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Voilà comment on appelle. Non, l'acte uniforme OHADA. L'OHADA, c'est l'organisation. L'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Et cette organisation, déjà, pour l'heure, a régi pas mal d'activités, d'accord, économiques, pas mal de domaines, je veux dire, de disciplines. Il y a la comptabilité, d'accord, il y a le droit des sociétés, d'accord,
il y a les procédures collectives, il y a etc. Il doit en avoir 5 ou 6 comme ça. L'acte uniforme, pour l'instant, a régi ces domaines-là. Donc, maintenant, pour la comptabilité, on l'appelle acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Et maintenant, ils ont après pris une annexe pour mécaniser ça qu'on appelle le SISCOADA. Donc ça, c'est la partie, si vous voulez, technique, quoi. La partie juridique, c'est l'acte uniforme portant organisation, etc. Et la partie technique, c'est ce qu'on appelle par le SISCOADA, qui s'appelle système comptable de l'OADA. Alors, le bilan, c'est un document qui fait apparaître d'un côté les ressources, il a parlé tout à l'heure des ressources, dont a disposé l'entreprise à une certaine date et les emplois qu'elle en a fait. Aussi, ce qui apparaît dans le bilan, mis à part les ressources et les emplois, vous avez également le résultat de son activité à cette même date, considéré comme la fin d'une période, l'exercice comptable. Pour en avoir le premier point, dans le bilan, on voit les ressources dont a disposé l'entreprise. C'est quoi les ressources, d'après vous? Les ressources. Ce sont des moyens que l'entreprise dispose. Voilà, on peut dire ça. Les moyens dont l'entreprise dispose pour réaliser un certain nombre de choses. Et donc, ce qu'elle en a fait, on appelle ça emploi. Donc, la manière dont elle a utilisé les ressources qu'elle avait en sa disposition. Alors, le résultat de son activité, on a dit plus haut, c'était ce que c'était le résultat, d'accord, considéré comme la fin d'une période d'exercice comptable. Alors, ce terme-là, vous le verrez souvent, exercice. Chez les comptables, quand ils s'appellent exercice, c'est pas des exercices ici, des exercices mathématiques, non, c'est pas ça. Chez les comptables, exercice, ça veut dire quoi? C'est la fin, en fait. C'est la période au cours de laquelle ils font des inventaires. Non, pas du tout. Exercice. Exercice comptable, c'est comment dirais-je? C'est-à-dire que c'est la période qui va de l'ouverture. Incroyable. Exercice comptable. Moi, j'aime bien définir, ou donner la signification par les définitions. Simplement, dans exercice, vous avez exercé. D'accord? Non, pas exercice dans ce sens, mais vous avez exercé. Ok? Exercice, c'est la période au cours de laquelle on exerce quelque chose, on exerce une activité. Et maintenant, chez les comptables, l'exercice coïncide avec l'année civile. C'est quoi l'année civile? Tout le monde sait, moi, l'année civile. C'est quoi l'année civile? L'année civile, c'est quoi l'année civile? de janvier à Disons, du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça l'exercice. Alors, le bilan et les emplois et les ressources d'entreprise. On y va? Alors, le contenu du bilan. Pour acquérir des moyens de production qui constituent autant d'emplois de fonds, l'entreprise doit se procurer des ressources. On va voir c'est quoi les ressources. Certaines sont fournies par l'exploitant, l'entrepreneur individuel ou les associés et sont normalement durablement à sa disposition. D'autres ne le sont que pour un temps plus ou moins lent. Elles constituent des dettes à long, moyen ou court terme. L'ensemble de ces ressources est appelé passif. Il se décompose en capitaux propres, apport de l'entrepreneur individuel ou des associés, et en capitaux empruntés ou passifs exigibles. Alors les ressources, c'est quoi? Les ressources, ce sont, on a dit tout à l'heure, les moyens dont a disposé l'entreprise, ou dont dispose l'entreprise dans le cadre de son exercice. Alors, ces moyens-là
Ok? L'ensemble de ces ressources, on appelle cela passif. D'accord? Et ce passif, il est décomposé en capitaux propres et en passifs exigibles. Je m'explique. Les capitaux propres, ce sont les ressources, on va dire, propres de l'entreprise, qu'elle n'a pas obtenues quelque part. Et ces ressources propres-là proviennent principalement d'un exploitant individuel, si on est dans le cadre d'une entreprise individuelle, une seule personne, ou des associés, lorsqu'on est dans le cadre d'une société. Ok? Vous savez, lorsqu'on crée une entreprise, on apporte des moyens. Ok? Et les personnes qui apportent ces moyens-là, l'ensemble de ces moyens, on appelle ça capitaux propres. Donc ce sont les capitaux propres de l'entreprise. Maintenant, à côté de cela, des capitaux propres, il y a ce qu'on appelle par les capitaux empruntés ou le passif exigible. Et là, on a l'ensemble des dettes que l'entreprise a contractées, quelles qu'elles soient. Ok? Et on va voir après dans le détail les différentes dettes. Les emplois de ressources, donc c'est l'utilisation qui est faite des ressources dont dispose l'entreprise, est appelé actif. Ces deux termes-là, vous devriez fondamentalement les connaître. L'ensemble des ressources est appelé passif et l'ensemble des emplois est appelé actif. Alors, au niveau des actifs, il y a plusieurs types d'actifs. Ici, vous avez vu, on a mis les emplois permanents, c'est-à-dire portant sur les biens ou créances que l'entreprise est appelée à détenir durablement, constitue l'actif immobilisé. Donc, au niveau de l'actif, vous avez une première rubrique qu'on appelle actif immobilisé. Donc, c'est-à-dire les éléments que l'entreprise possède ou les biens que l'entreprise possède, mais de manière durable. Durable, c'est-à-dire qu'elle possède sur du long terme. On appelle cela actif immobilisé. Donc, vous voyez ici le terme immobilisé. Donc, c'est comme immobile, que ça ne bouge pas souvent. Les emplois temporaires liés au cycle d'exploitation, qui correspondent à des biens ou créances ayant vocation à se renouveler rapidement, c'est-à-dire à bouger rapidement, on appelle ça actif circulant. C'est pourquoi je vous dis que en comptabilité, c'est ce qui est formidable dans la comptabilité, c'est à l'intersection entre les mathématiques et la littérature. Donc vous devez, si vous êtes aussi bon en littérature et en mathématiques, vous serez bien. Donc, vous voyez là, les termes sont importants. On dit actifs circulants. C'est des actifs qui circulent, qui sont appelés à bouger ou à se renouveler tout le long, par exemple, de l'exercice. Alors qu'actif immobilisé, c'est fixe, ça ne bouge pas tout le long de l'exercice. Ok? Alors le bilan, maintenant, c'est un tableau qui, par convention, fait apparaître à gauche, donc nous, dans le bilan, par convention, à gauche, on met ce qu'on appelle par actif. Et à droite, on met ce qu'on appelle par le passif. Donc j'ai dit tout à l'heure, actif, c'est l'ensemble des emplois, passif, l'ensemble des ressources. Et il y a une égalité ou un équilibre fondamental, moi je les appelle des lois, des commandements, comme avec Moïse. Nous aussi on aura nos 10 commandements en comptabilité. Le premier commandement, c'est celui-ci. Fondamental. Ça, je vais venir ici, je vais mettre le bilan.
premier commandement. Les lecteurs de la Bible, le premier commandement, c'est quoi? L'Éternel ton Dieu est unique, que tu n'auras pas d'autre Dieu. Ici, le premier commandement, c'est le total des emplois doit être égal au total des ressources. Ou, puisqu'on a dit tout à l'heure que emploi c'était actif et ressources passives, ou total actif est égal au total passif. Ok? Alors, si la conception moderne de l'inspiration économique conduit ainsi à voir dans le bilan un tableau d'emploi-ressources, il faut considérer que simultanément, selon une conception ancienne, l'inspiration juridique offre une représentation du patrimoine de l'entreprise. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que le bilan, il permet de retracer ou de connaître le patrimoine d'une entreprise. Et on va voir après ce que c'est le patrimoine. Déjà, au sens juridique, c'est quoi le patrimoine? Le conseiller t'arrive. Au sens juridique, c'est quoi le patrimoine? Le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas l'ensemble des biens que possède l'entreprise, non? Non, 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 au sens juridique. Pas au sens économique. Non, mais c'est à peu près la même chose, puisque le patrimoine, c'est ce qu'il y a dans l'entreprise, en fait, tout ce que possède l'entreprise, hein, c'est ça le patrimoine. Moi, je dirais au sens de droits et obligations. Donc, l'ensemble des droits est représenté par les biens, et l'ensemble des obligations est représenté par les dettes. Donc, en fait, si vous voulez, la comptabilité, c'est l'algèbre du droit. C'est-à-dire que la comptabilité, c'est cette discipline qui permet d'interpréter de manière chiffrée, d'accord, les notions, les concepts juridiques de l'entreprise. La comptabilité va les intégrer dans un langage qui va produire des chiffres. Lorsqu'on parle de patrimoine au sens juridique, nous en comptabilité, dans le patrimoine, on aura d'une part les droits qui vont être représentés par l'actif, les obligations qui vont être représentées par le passif. Alors, on y va? La suite, madame. Alors, donc celui-ci comprend, celui-ci mis pour le patrimoine. Je vais passer comme ça. Donc, d'un côté, on a l'ensemble des biens et des créances, donc droit réel, droit personnel, détenus que le vocabulaire courant désigne sous le terme actif. De l'autre côté, l'ensemble des dettes et obligations d'ordinaire qu'on appelle le passif. Pour évaluer le patrimoine, il faut déduire, oui. J'aimerais savoir, là on est dans quelle rubrique? Est-ce qu'on est dans la rubrique emploi et de ressources ou bien? Non, là on est toujours dans la description du bilan, on a terminé avec emploi égal ressources ou actif égal passif. Donc là on va maintenant décrire les éléments des emplois et les éléments des ressources. Ok. En fait, pour moi j'aurais aimé, puisque c'est ce que vous dites qu'on est en train de décrire l'ensemble des éléments, des emplois et des ressources.
bon, pour les profanes comme nous autres, la comptabilité, on aurait souhaité certainement que, dans un premier temps, tu parles des emplois. Et tu expliques, parce qu'en fait, en réalité, les emplois, ça doit être soit ce qu'on a eu à effectuer et autres. Et puis, de l'autre côté, tu parles des ressources. En fait, ça sera plus parlant. Oui, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que tu n'étais pas là quand je l'ai dit. J'ai décrit les emplois et les ressources. On a dit que les emplois, c'était l'ensemble des éléments utilisés par l'entreprise après avoir acquis les ressources. Et les ressources, c'était donc les moyens dont disposait l'entreprise pour réaliser ces opérations. On avait dit ça en même. Ok. Donc, d'un côté, on a dit que pour évaluer le patrimoine, il faut déduire de l'actif le passif exigible, c'est-à-dire les dettes. La différence est appelée patrimoine net ou actif net ou encore situation nette. Donc, le patrimoine net en comptabilité, c'est ce qu'on appelle pas l'actif, le total de l'actif, auquel on déduit l'ensemble des dettes. Ok? Donc cette différence, on l'appelle patrimoine net ou bien situation nette. Tout ça, c'est exactement les synonymes. Patrimoine net, actif net ou situation nette. Donc situation nette ou patrimoine net est égal au total de l'actif dont l'entreprise dispose, moins le total des dettes. Pas le total passif, hein, mais le total dettes. Pourquoi pas le total passif? Pourquoi, pour avoir le patrimoine net, on ne dit pas total actif ou disons, oui, voilà, total des actifs, moins total passif. Parce que dans le total de passif, il y a les capitaux propres qui sont là. Les capitaux propres à l'entreprise qu'on ne peut pas déduire qui sont là. Je pense qu'au départ, on a dit que le patrimoine était constitué pour l'instant de droits et obligations. Donc, sur cette base, je pense que les emplois, tout comme les ressources, faisaient partie du patrimoine. Oui, ça faisait partie du patrimoine, sauf que pour avoir le patrimoine net, comme on dit ici, il faut déduire les dettes. D'accord? C'est vrai que d'un côté, on a l'ensemble des obligations, mais il y a ce qu'on appelle par les obligations exigibles et les obligations, si vous voulez, non exigibles. Et au niveau du passif, la partie non exigible, c'est ce qu'on va appeler les capitaux propres. Et la partie exigible, c'est ça qu'on va appeler les dettes. Donc du coup, pour avoir le patrimoine net, il faut déduire les dettes de l'actif. Maintenant, moi je demande pourquoi, au lieu de déduire tout le passif, on déduit que le passif exigible, entre guillemets, les dettes. Ça, c'est pas compliqué. Parce que, en premier ressort, le passif est constitué, en fait, le passif, ce sont des emplois que l'entreprise fait de ses dépenses, de ses ressources. Donc du coup, on ne peut que déduire ce que l'entreprise n'a pas employé de part. Bon, on peut que déduire... Attends, je suis en train de formuler quelque chose. Voilà. Donc, on peut que déduire ce qui n'appartient pas à l'entreprise, en fait, en quelque sorte. Pour rester avec ce qui Pour rester avec ce qui appartient à l'entreprise. Un terme un peu... C'est un peu dans ce sens que je partais, parce que au niveau des passifs, il y a les capitaux propres à l'entreprise qui sont là. Donc ce que l'entreprise a apporté comme contribution pour réaliser ses emplois. son activité. C'est un peu ça. Mais mathématiquement, c'est simplement parce que actif égale passif.
Donc si vous prenez total actif, vous faites moins total passif, ça vous donne quoi? Résultat nul. Bon, pas résultat nul. Enfin, si on ne peut pas utiliser le terme résultat, si on dit résultat, ça va se confondre à résultat comptable. Donc, égale 0. Donc du coup, vous pour avoir votre patrimoine, d'accord, patrimoine net, vous devez exclure le passif non exigible, qu'on appelle les capitaux propres. Vous devez prendre que ce qui est exigible. Ok? Le passif, de quoi est constitué l'actif, de quoi sont constituées les dettes, etc. Alors, si par suite d'une superposition de conseil juridique et économique, plutôt que d'une substitution de l'un à l'autre, le bilan donne des informations économiques sur les emplois et les ressources, et ce faisant des informations juridiques sur la situation de son patrimoine, il se ressent de son origine patrimoniale. C'est particulièrement net au niveau du vocabulaire à propos du bilan comme du patrimoine. On parle d'actifs et de passifs, mais on ne donne pas tout à fait le même sens au mot, ce qui ne va pas sans risque de confusion. À l'actif du bilan, on porte les biens et créances constituant les avoirs de l'entreprise. D'accord? Ça, c'est la partie active du patrimoine, donc les biens et les créances. Mais l'on inscrit également des éléments qui, quoique correspondant à des emplois de fonds, n'ont néanmoins aucune valeur patrimoniale. Au passif du bilan, donc c'est pour, donc ici, je vais te donner une petite anecdote, mais lorsque quelqu'un meurt, ok, dit, voilà, les gens se précipitent sur une rue pour chercher à avoir son patrimoine, ok. Les gens cherchent son capital de décès. Bon. Mais est-ce que vous savez que les gens ne voient que la partie bien? Et ils ne voient pas la partie dette. Alors qu'il y a des gens ici, ils existent. L'ensemble des biens est inférieur à l'ensemble des dettes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui sont plus endettés qui possèdent des biens. Donc si vous venez rapidement, vous dites, ah, ce dernier, il est décédé, je vais venir prendre son patrimoine, récupérer le patrimoine. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez récupérer les biens, mais en contrepartie. C'est les dettes aussi. Ah ouais. Et les gens, ils ne voient que la partie bien. Alors, donc, à l'actif du bilan, voilà, donc, voilà. Au passif du bilan, on range les dettes de l'entreprise, partie passive du patrimoine, mais aussi d'autres éléments, et particulièrement la situation nette, c'est-à-dire les capitaux propres. C'est des synonymes. Hein. Quand on parle de capitaux propres, notez aussi que ça correspond à patrimoine net, ça correspond aussi à situation nette. Ça, c'est des synonymes. Alors, on donne ainsi au mot passif un sens très large, qui peut être justifié en observant que la situation nette représente en quelque sorte les dettes de l'entreprise, considérées comme une entité distincte de ses propriétaires vis-à-vis de ceux-ci. Un exemple simple fournira une illustration. Soit un exploitant individuel possédant à un moment donné des terrains d'une valeur de 5 millions. Alors les terrains, d'après vous, c'est des biens ou c'est des dettes? Non. Je pose là, c'est moi qui fais les terrains, c'est des biens ou c'est des dettes? Un terrain. C'est un bien. Pourquoi c'est un bien? Quelqu'un d'autre? Le terrain, c'est un bien ou une dette? C'est un bien parce que il y a de la valeur, tu peux le revendre pour avoir du liquide. Ah, est-ce que vous êtes forcément d'accord? Donc ça veut dire que pour toi, tout ce qui est bien, tu peux revendre pour avoir du liquide. Vous êtes forcément d'accord avec lui? Moi je pense que c'est ça. Quand on a un bien, comme on dit couramment, c'est comme garder de l'argent. C'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça ce qu'il dit. Maintenant, si l'entreprise a du liquide,
ce que tu as dit, tu es en train de faire le lien, de corréler le bien avec la vente du bien pour avoir du liquide. Alors, si l'entreprise a du liquide, est-ce que c'est un bien ou une dette? Tu vois ce que je veux dire? C'est un bien Non, aussi. l'argent, c'est pas un bien. Du liquide, c'est pas le bien. Non, mais le liquide, c'est toujours un bien, c'est un bien meuble. C'est un bien. T'as vu comment j'étais... C'est un bien. On peut avoir des biens en espèces comme des biens en nature. Oui. Donc, c'est vrai, hein, ce que tu as dit, on peut le transformer en liquide et tout. Mais d'abord, il faut retenir que le bien, c'est un avoir que l'on possède. D'accord? C'est quelque chose que l'on possède, un avoir. Ok? Et donc, le terrain, c'est quelque chose que l'on possède, c'est un avoir. Ok? Les constructions, pareil. Matériel, stock de marchandises, une encaisse. Encaisse ici, c'est de l'argent en caisse. Hein. Des crayons sur les clients. Alors, nous, lorsqu'on va utiliser ce terme, tu peux remonter d'abord. Tu peux remonter. Ce terme-là, qu'est-ce que ça signifie? Créance, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas si c'est ça. Ce que l'entreprise a contracté, par exemple. Ce que l'entreprise a contracté, c'est-à-dire Ça peut être en termes monétaires ou contracté, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux entendre? emprunter. Emprunter. Vous êtes d'accord? Non. Ce que l'entreprise a fait. À contracter. À contracter. Non. Non, Moi, je la dirais créance que là, la ici, créance c'est- ici, c'est par rapport C'est par opposition. opposition de le client aux dettes, doit en à fait. l'entreprise. Donc, c'est ce que. Donc. C'est une sorte, un droit dont dispose, je pense, l'entreprise. Auprès de son Une client. autre, À quelle une occasion autre personne. L'autre- Ça une peut être entreprise peut avoir une créance? La vente des marchandises, par exemple. En termes simples, la créance, c'est quoi? C'est ce que l'on vous doit. En termes simples. La créance, c'est ce que l'on vous doit. Ce qu'on te doit. Le Congolais lambda, le Congolais de la rue, lui va dire dette. Tu as ma dette, donne-moi ma dette. Alors que le comptable, celui-là qui connaît le terme, il n'appelle pas ça dette, mais il appelle ça créance. Donc la créance, c'est ce que l'on vous doit. Ok? Et la dette, c'est ce que vous devez. Vous voyez la différence? Et aussi, il faut faire la différence entre créancier et créance. En tout cas. Créancier, c'est quoi? Non, mais Créancier, c'est la personne Le propriétaire de la créance La personne qui a prêté. qui a prêté au Le créancier, c'est celui-là qui a une créance. C'est tout. Le débiteur, il faut opposer créancier et débiteur. Créancier, c'est celui qui a une créance. Débiteur, c'est celui qui a une dette. Ouais. Ok. En anglais, c'est beaucoup plus simple. En français, c'est un peu compliqué. En anglais, débiteur, ils disent debtor. Debtor, tu as debt. Debt qui est dette. Très simple. Les francophones, c'est même compliqué pour rien. Alors, vas-y. Alors, de notre côté, on a les dettes. Les dettes envers son banquier, conviendra avec moi. Ok? Mais en même temps, là, je vais introduire une petite subtilité. Ce que vous avez en banque, est-ce que vous savez que on peut avoir à la fois la situation
d'une créance, d'un bien, et la situation d'une dette. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dans quelles conditions? Dans quelle occasion? Dans quelle situation? On peut avoir d'un côté ce que vous avez chez le banquier, ça peut être une créance, ça peut être une dette. Dans quelles conditions? Une créance. Non, je dis. Vous formulez encore la question. Dans quelles conditions ce que vous avez chez le banquier peut être une créance? Dans quelles conditions ça peut être une dette? Ça arrive déjà loin de la réflexion. Après, on reprend encore. Vous avez dit, dans quelles conditions ce que vous avez chez le banquier, ça peut être une créance? Dans quelles conditions ça peut être une dette? Un avoir. Le début. Une créance, c'est lorsque on fait un crédit. Tout le monde ici fait des opérations en banque, n'est-ce pas? Oui. À quel moment on considère Vous avez dit la dette. la créance? Par exemple, quand pardon, tu fais un retrait, si tu fais un retrait, il y a les. Comment dire? Il y a les frais. Dans quelles conditions on peut considérer comme ça une créance? Donc on a une créance sur la banque. Dans le cas, ce cas-ci, j'essaie d'imaginer une hypothèse, je ne trouve pas. Par contre, oui, on peut être débiteur pour une banque pour contracter un emprunt. Ça, c'est le cas classique, entre guillemets. Quand on a une dette envers la banque, voilà, vous avez une dette, est-ce que vous avez contracté un emprunt? À quel moment on peut avoir une créance sur la banque? Oui, quand tu veux pas. Lorsque vous avez votre argent, Non, en c'est banque, une le gabon Ouais, c'est ça. C'est simple, C'est ça. c'est aussi simple que ça. L'argent que vous avez en banque, là, ok, c'est votre avoir. La banque vous doit cet argent. Et j'ai dit tout à l'heure, une créance, c'est de l'argent que l'on vous doit. Comme la banque vous doit, ben, vous êtes créancier de la banque. C'est simple que ça. Et la banque utilise cet argent après. Voilà. Ok. Alors, donc, Monsieur Jean, j'ai une question. Au sens droit du terme, la créance, ou bon, en fait, pour devoir quelqu'un pour commencer, il faut avoir emprunté. Et dans le cadre de la banque, par exemple, c'est pas une banque qui vous sollicite pour que vous puissiez lui prêter de votre argent. Et c'est de par votre propre chef. Vous partez faire un dépôt dans le but de conserver votre argent. Comment est-ce que la banque que vous devez. peut vous devoir dans le cas d'espèce? Mais c'est simple, parce que vous lui avez demandé de vous garder votre argent. Et quand vous lui avez demandé de vous garder votre argent, mais elle qui garde votre argent, moi si je te donne mon argent tout de suite, je peux considérer que tu me dois. Jusqu'à ce que tu me rembourses cet argent. Et dès que tu me rembourses l'argent que je t'ai donné de garder, même si ce n'était pas un prêt, dès que tu acceptais de garder cet argent, tu as accepté aussi que tu me dois. Dans ce sens-là. C'est aussi parce que tu vois, quand tu déposes ton argent à la banque ne te dira pas que voilà ce que je veux faire avec cet argent et tout. En toi, tu te dis que oui, ils gardent juste l'argent. Eux aussi, parfois, ils empruntent aussi aux entreprises. Et tout comme ça. Non, ils prêtent. Non, Ils prêtent, voilà. Ok. Alors, les dettes envers ses fournisseurs. Là, c'est au moins simple, non? À quel moment on a une dette envers un fournisseur? C'est simple. C'est à quel moment? À quel moment on a une dette envers un fournisseur? Lorsqu'on a pris des projets, par exemple, à crédit. Dette par
prix des produits, Les marchandises. lorsqu'on a acquis ou acheté des biens ou des services à crédit. On observe que l'actif s'élève à 34 400 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait la somme de tous les biens qu'on avait là-bas, au niveau de l'actif, on a fait le total. Ça fait 34 400 000. Les dettes envers les tiers à 14 millions. Et donc, quand on fait la différence, capitaux propres égale, formule, capitaux propres ou patrimoine net ou situation nette, on appelle ça aussi comme ça, est égal total actif entre parenthèses bien moins total dette. Ok? Alors donc la différence, ça fait donc 20 400 000. Alors regardez comment ça se présente, les millions en question. À gauche, vous avez l'actif, les emplois. À droite, vous avez le passif, les ressources. Vous avez les membres. Ça, c'est une présentation simplifiée. La présentation détaillée, on verra ça quand on fera les états financiers. Alors, vous avez ici les capitaux propres qui sont constitués principalement du capital. Le capital, comme je l'avais dit précédemment, c'est donc ce fonds-là, ou ces fonds mis à disposition dans l'entreprise, de l'entreprise, par les propriétaires de cette entreprise, qu'on appelle les associés dans le cadre d'une société ou l'exploitant individuel dans le cadre d'une entreprise individuelle. Ok? Ah, c'est ce qu'on appelle par le capital. Ah, le français, il y a le capital, il y a la capitale. Si tu commets une erreur, au lieu de dire le capital, tu dis la capitale, c'est autre chose. Si au lieu de dire la capitale, tu dis le capital, c'est autre chose. C'est dur en français. Alors qu'en anglais, c'est simple. Tu dis juste, par exemple, shareholder. Voilà. Et puis tu as un autre mot pour la capitale. En français, il te mélange tout. Alors, dette financière, emprunt bancaire, passif circulant. Donc ici, on est déjà en train de mettre les rubriques du passif. Bon, je vais vous les donner. Au niveau du passif, vous avez premièrement les capitaux propres. Vous pouvez noter. Et premièrement, les capitaux propres. C'est les rubriques. Hein. Deuxièmement, les dettes financières. Les dettes financières, c'est là où vous avez ce qu'on appelle par les dettes à long terme. Et les dettes à long terme, pour les comptables, ce sont les dettes dont l'échéance, le remboursement, va au-delà d'un an. Ok. Après les dettes financières, vous avez le passif circulant. Le passif circulant, ce sont toutes les dettes dont l'échéance est inférieure à un an. Après le passif circulant, vous avez ce qu'on appelle par la trésorerie passive. Le passif circulant, c'est Passif circulant, c'est toutes les dettes qui doivent être payées dont l'échéance, voilà, avant un an. Donc le terme ou l'échéance est inférieur à un an. C'est passif circulant. Les dettes financières, c'est toutes les dettes dont l'échéance est supérieure à un an. Et donc, par rapport à ça, vous pouvez comprendre facilement ou aisément pourquoi les capitaux propres
ne sont pas des dettes, n'est-ce pas? Pourquoi? Aisément. Pourquoi les capitaux propres ne sont pas des dettes? Les capitaux. Parce qu'ils n'ont pas de date d'échéance. Quelqu'un d'autre peut dire autre chose? Aisément, vous pouvez comprendre pourquoi les capitaux propres ne sont pas des dettes. Parce que on a, j'allais dire, c'est parce qu'on a acquis, acquis, c'est bien avant, Non, parce que simplement, comme elle a dit, pas d'échéance, mais parce qu'elles ne sont pas destinées, ou parce qu'ils ne sont pas destinés à être remboursés, d'accord, ou ne sont pas exigibles en tant que tels. Les associés ne vont pas venir, ou le propriétaire d'entreprise, quand il vient mettre cet argent à la disposition d'entreprise, ce n'est pas deux matins qu'ils viennent et qu'ils disent « remboursez-moi cet argent ». Ok. Et donc, c'est pourquoi, au niveau du passif, on distingue toujours les capitaux propres des dettes. Alors, donc, j'ai dit passif circulant, c'est donc toutes les dettes dont l'échéance est inférieure à 1 an. Mais après, vous avez une autre rubrique qu'on appelle la trésorerie passive. Pourquoi c'est pas trésorerie passive? Une trésorerie passive. Hein? Du passif. Voilà, trésorerie du passif. Et ici, trésorerie du passif ou trésorerie passive, c'est ici toutes les liquidités, tout le cash, ok, tout ce qui concerne les liquidités ou le cash que l'entreprise doit à un tiers et dont elle doit rembourser, dont le terme de remboursement est inférieur à 1 an. En dette financière, c'est tout le cash dont elle doit, qui doit être remboursé au-delà d'1 an. Mais en trésorerie passive, donc le terme doit être remboursé avant 1 an. Ça, c'était le passif. Au niveau de l'actif, première rubrique, vous avez l'actif immobilisé. J'ai parlé de l'actif immobilisé tout à l'heure. J'ai défini, j'ai dit c'était quoi? Qu'est-ce que c'est l'actif? Un bien durable. Et c'est quoi un bien durable en comptabilité? Le comptable, c'est quoi un bien durable? Attends, je l'avais dit. Hein? Non, une ressource. Bien, bien. Ce qui ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas. Bien durable. Quand même, par exemple, ce qui ne bouge pas. Ça veut dire, c'est un bien qui est... Il ne bouge pas le long de il peut être vendu après. Non, qui est détenu par l'entreprise au-delà d'un an. C'est comme ça que les comptables définissent un bien durable. Oh, je suis lost. Non, c'est normal. C'est un autre système francophone. Vous avez l'actif immobilisé, donc qui représente les biens que l'entreprise possède, mais d'une manière durable. Vous avez par exemple les terrains. Quand une entreprise a un terrain, vous conviendrez avec moi que c'est pas pour qu'il soit vendu en 2 matins. C'est pour qu'il soit possédé de manière durable, non?
construction, bâtiment, matériel, pareil. L'actif circulant, ça représente ici tout ce que l'entreprise possède dans le cadre de son exploitation normale, de son activité. C'est là où vous avez les marchandises, vous avez voilà, les créances clients. Créances clients, donc les créances clients sont destinées à être liquidées quand vous vendez à un client. Ce n'est pas pour qu'il puisse vous régler 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, mais c'est que normalement il vous règle dans 30 jours, dans 60 jours, etc. C'est pourquoi on appelle cela l'actif circulant. Vous avez aussi la trésorerie active. D'accord? Trésorerie active, c'est donc tout ce qui est cash, liquide, pour moins d'un an. Alors, donc vous voyez ici notre premier commandement qui est respecté. Total actif égale total passif. Ok? Total actif égale total passif. Alors ici je pose une question. J'aime bien poser d'ailleurs. Partant de la définition que j'ai donnée tout à l'heure de l'actif immobilisé, de l'actif circulant, d'après vous, le véhicule chez CFA, c'est de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant? L'actif circulant. L'actif circulant. Immobilisé. Non, circulant. Immobilisé. Circulant. Circulant, parce que ça roule. Oui, parce que ça roule. Non, Non. circulant C'est sûr. parce que c'est un bien que CFO détient, mais pas de façon durable. C'est destiné à la vente, donc ça va couler. Ça va partir. Donc ça ne vient pas pour rester, mais pour... On parle de la CFAO, on parle d'une autre entreprise. CFA. CFA, c'est-à-dire l'entreprise qui vend les circulant. Ça vient pour Ça sortir, marche. donc ça circule. Vous êtes d'accord? Donc tout le monde est d'accord sur ça. Office, les ordinateurs chez Office, c'est quoi? L'actif circulant. C'est ce qu'il en aussi. Alors moi je vais vous dire, les 2 exemples que j'ai pris, c'est non. Ça peut être non, ça peut être oui. Il y a 2 cas. C'est oui et c'est non. Faut me laisser On devrait, je pense aussi, on devrait distinguer Oui. les articles qui sont de stock, par exemple pour les ordinateurs. Ces articles-là, on peut les insérer dans le passif circulant. Par contre, ceux qui sont immobilisés, c'est-à-dire ce qu'on a acheté pour être utilisé dans la maison, ces éléments-là font partie de l'actif immobilisé. Tout dépend de l'utilisation, de la destination. C'est pas la nature, hein. C'est pas parce que apparemment c'est durable que on dit que c'est durable. Non, c'est la destination. Le véhicule chez CFAO, il y a des véhicules qui sont utilisés par la direction, qui sont détenus durablement. Ça, c'est des immobilisations. Et les véhicules qui sont destinés à être vendus, donc tout est question de la destination. Ça, c'est des stocks. Ça, c'est de l'actif circulant. Je prends un autre exemple. Le logiciel Sage qui est vendu chez MTI dans un CD, c'est de l'actif. Quand une entreprise va... Bon, ici, c'est de l'actif circulant ou de l'actif immobilisé. Ce que tu faisais par exemple ici. Le logiciel qui est vendu sur un CD est de l'actif circulant ou de l'actif immobilisé? Circulant. Bon, là on a encore... non, c'est toujours ça. Circulant. Ouais, je pense que c'est toujours la même. Bon, vendu. Ah, ils vendent. Donc c'est
ici, il faut dire qui utilise le logiciel. Est-ce que, non, on se trouve au niveau de qui? Est-ce qu'on se trouve au niveau de MTI ou est-ce qu'on se trouve au niveau de l'entreprise qui a acheté le logiciel? Si vous êtes au niveau de MTI, c'est de l'actif circulant. Non, mais l'exemple était clair. Vendu. Le logiciel qui est vendu. Oui. Voilà. Donc, du coup, il n'y a qu'un seul cas. Voilà, Si on avait dit peut-être acheter, il y avait aussi un autre cas, c'était chez le gars. Mais ici, donc, retenez que c'est la destination qui compte. Je vais prendre un autre exemple. Lionel Messi, chez Barcelone. C'est une immobilisation, c'est un actif immobilisé ou un actif circulant? C'est un actif circulant. Hein? C'est mobilisé aussi. Ah là, maintenant, il y a débat. Maintenant, ceux qui disent circulant, pourquoi? Ceux qui disent immobilisé, pourquoi? Immobilisé aussi. Non. Non, parce que Lionel, Elle a dit c'est circulant parce qu'ici, avec le Lionel ballon. Messi Non, n'est pas pas dans mis en vente. Lionel Messi fait partie des effectifs du FC Barcelone. Déjà actuellement, il est, on peut dire, il est même En phase de déclin. intransférable. Donc, tant que l'administration du FC Barcelone n'a pas décidé de le mettre en vente, eh bien, il demeure un actif immobilisé. Vous êtes d'accord avec moi? Toi, tu as dit circulant. Alors, tu changes d'avis. C'est Oui, lui aussi. il peut aussi être circulant. Parce que il fait rentrer de l'argent dans le FC Barcelone aussi. Non, circulant parce que le Barça peut le libérer d'un mois à l'autre. Il n'est pas toujours là pour s'éterniser. Demain après-demain, un autre club peut le vouloir. Mais ils vendent son image aussi. Mais si on le voit, il devient circulaire. Il n'est plus actif immobilisé qui constituerait en quelque sorte un bien. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le jour où ici sera vendu, il sera actif circulant, c'est ça? Mais quand ils jouent sur le terrain, par exemple, l'argent, Je sais pas. les gens viennent. Ça, c'est moi qui complète comme ça. Peut-être pas actif circulant. Bon, généralement, quand on met en vente, ça veut dire qu'on suppose qu'on a déjà amorti, par exemple, le bien. Donc, pour Messi, bon, ils ont déjà amorti, ils ont déjà tout eu. D'abord, ils ont formé le monsieur. Donc, ils vont simplement le sortir tout à fait. Je sais pas. Il faut dire ici, un joueur dans une équipe de football peut être actif circulant comme actif immobilisé. D'accord? À quel moment il peut être actif circulant? Sur le terrain, quand les gens viennent, achètent des billets, venir. Non. Lorsqu'on décide de le libérer. Mais non, attends, c'est un jour, n'est-ce pas? Il est sur le terrain. Les gens, quand ils viennent suivre un match, voilà, par exemple, les gens viennent suivre le match, ils payent les billets, ils payent les tickets. Non, pas dans ce sens. Dans le sens où il fait partie de FC Barcelone. Manchester peut prendre Messi Lionel pour jouer dans son club. Non, pas, si on a qu'on le prête. Bon, je prends, Oui, on a prêté, prends voilà. juste un exemple pour peut-être compléter ce que M. Dior a dit. Je prends Cristiano Ronaldo, qui était à Manchester United. Quelques années plus tard, Manchester a décidé de le libérer. Et lorsqu'on le libère pour le Real, il est vu actif circulant. Et lorsqu'il repart jouer à son équipe d'origine. Non, c'est simple. Il faut seulement. Pourtant, j'ai bien dit ici tout à l'heure que l'actif immobilisé, c'est tout bien destiné d'utiliser de manière durable. Durable, donc qui dépasse un million. Donc, si une entreprise comme Barcelone achète un joueur, par exemple, comme Messi, donc elle sait qu'elle va l'utiliser que pour une durée inférieure à 1 an, le temps d'une saison par exemple, c'est un actif circulant. Mais si elle sait qu'elle va l'utiliser au-delà d'1 an, c'est une immobilisation.
pourtant, après 2 ans, 3 ans, on peut le libérer. Oui, même si on le libère après, mais ça ressemblera à un ordinateur que tu as acheté 2 ans après, tu l'as libéré, il était une immobilisation. Et il y a aussi, on va voir ça après, les cessions d'immobilisation, ça existe. On peut céder une immobilisation. Ce n'est pas parce qu'on a une immobilisation qu'on ne peut pas la vendre. Non, on peut vendre une immobilisation. Mais la différence ici, c'est que ce n'est pas dans le cas de l'activité normale de l'entreprise, de vendre une immobilisation. L'activité normale de l'entreprise, c'est de vendre ses stocks. D'accord? Là c'est clair. Là, c'est très simple. Ok, d'accord. Donc voilà. Je prends un autre exemple pour terminer, pour caricaturer. Le pasteur dans une église, c'est une immobilisation, c'est un actif immobilisé, c'est un actif circulant. C'est un actif circulant. Immobilisé. Je dirais qu'il peut avoir les deux. Non, mais. On peut attribuer les deux. Non, mais est-ce que. Les deux cas. Oui, les deux C'est cas. un actif. Non, mais. On n'est pas pasteur pour On ne n'est plus pas l'être pasteur. demain. Non, mais Non, ici, on on parle n'est pas de pasteur quoi? aussi Je pour pense- rester sur Pas place. de l'église. L'église. Dans l'église. Oui, l'église. Mais On n'est pas dans une pasteur église, pour est-ce rester qu'il y sur a la place dans une comptabilité? église. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on parle de comptabilité? Est-ce que, généralement, c'est des associations à but non lucratif, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de chiffres. Bon, c'est vrai qu'il y a des églises sérieuses qui certainement pensent à faire une certaine comptabilité, mais là encore, est-ce que le problème se pose à propos des pasteurs? La comptabilité, ce n'est pas seulement pour les structures à but. Même à l'église. Même les structures à but non lucratif. Les associations. Donc, est-ce que le pasteur, c'est une immobilisation? Ah non, moi, Il ne faut pas l'appeler pasteur, c'est des. Alors, le pasteur, c'est un immo ou c'est un actif circulant? un actif circulant. Pourquoi c'est un actif circulant? Il est appelé pasteur pour ne pas rester dans une même église. Il peut partir ailleurs, prêcher de part et d'autre. Tout le débat est ouvert. Il y a des pasteurs qui sont là juste de passage. Le Après, débat est le ouvert. pasteur, non, mais le pasteur, c'est lui qui tient l'église. Non, personne dans une église. C'est lui qui Dans tient une église, l'église. dans son église. Non, c'est pas parce que tu Non. passes le pasteur. Il peut y avoir plusieurs pasteurs. Dans une Non, mais- Francis Chinona est immobilisé. Non, mais le pasteur, lui, tient l'église. Non seulement il tient l'église, c'est vrai que dans une église, il peut y avoir beaucoup de pasteurs. Mais après, la plupart des pasteurs dépendent, ils obéissent à une certaine église. Chinona est immobilisé. Donc, le pasteur, je pense, il faut le traiter comme tel. Il faut dire qu'un pasteur, généralement, dépend il est actif, immobilisé dans l'église à qui il appartient. Maintenant, dans d'autres, quand il va faire des séminaires ailleurs, dans d'autres églises, à ce moment-là, on peut le considérer. Dans ces églises-là, on va le traiter. C'est une situation temporaire qui doit être traitée. Donc lui, ce pasteur-là, dans ces églises-là, eh bien, sera considéré comme un actif circulant. Aïe, aïe, aïe. Le débat est ouvert. Oh, aïe, aïe, aïe. Le pasteur est un actif circulant. C'est un pasteur. Bon, Pour moi, ça m'embête un peu de traiter cet exemple. Non, mais je vous ai piégé. Vous êtes piégé en fait. Parce que ici, la comptabilité traite les flux monétaires en chiffres. D'accord? Mais quand j'ai pris l'exemple de Messi, c'est parce qu'il y avait un flux monétaire pour l'acquisition de Messi. C'est pourquoi on a retracé ça et on a donné une catégorisation actif immobilisé. Mais pour le cas d'un pasteur, est-ce qu'il y a un flux monétaire qui est... Non, mais puisque vous avez voulu caricaturer la situation, il se trouve que, donc, soyons honnêtes, parce que, bon, je dis peut-être qu'ici, l'un de nous note parfois, mais on est en train de traiter une situation assez... il s'agit de la comptabilité, donc
si on regarde bien, si on essaie d'avoir l'œil d'un observateur, un pasteur, selon qu'il est assez renommé ou sinon il fait bien son travail, don de Dieu, et bien le fait que, par exemple, que les adeptes viennent et que parce que les gens vont à une église parce qu'il y a un certain pasteur. Et c'est le pasteur, déjà son nom apporte beaucoup. Donc le fait que les gens viennent, je veux dire des adeptes, qu'il y ait beaucoup d'adeptes et tout ça, l'église peut engranger quelques revenus. Okay. Dans la Mais mesure je te où pose une question simple. Oui. Est-ce que le pasteur a une valeur monétaire? Pour le cas de Messi tout à l'heure, la valeur monétaire existe, n'est-ce pas? Non, non, le pasteur, il n'y a pas une valeur monétaire Voilà. en tant que tel. Donc c'est dans ce sens que l'on dit ici que c'était un piège total. Parce qu'il fallait d'abord commencer par dire mais il n'y a pas de valeur monétaire attachée à un pasteur ou à l'acquisition d'un pasteur. Mais Je vais poser une question. Comment, dans l'entreprise, comment, à quel niveau est placé le personnel? Le personnel. Ouais. Le personnel, c'est pas une créance, enfin, c'est pas un actif, c'est pas un passif. D'accord? Le personnel, c'est les ressources humaines. Maintenant, à partir du moment où il y a des flux monétaires ou financiers qui sont attachés à ce personnel, la comptabilité intervient. Quels sont ces flux? Par exemple, le salaire. D'accord? Par exemple, les prêts au personnel, etc. Donc ne perdez pas de vue d'abord que la comptabilité, c'est comme l'économie, ça retrace les flux, d'accord, financiers ou monétaires. Tout ce qui n'a pas de valeur monétaire ou financière, malheureusement, peut-être que demain il y aura un prix d'économie ou de comptabilité qui va retracer des flux non monétaires, mais pour l'heure, la comptabilité ne retrace que les mouvements qui ont trait à... Non, mais je disais, en fait, moi j'avais pensé que l'exemple du pasteur ne devait pas tenir dans la mesure où, puisque s'il s'agissait, nous étions en train de caricaturer la situation pour l'apprécier au niveau comptable. Donc comptablement, moi je pense que le pasteur peut entraîner un flux monétaire puisque il peut être rémunéré. Ça dépend. Il y a des pasteurs qui sont à plein temps. la maison. Il y a des pasteurs qui travaillent à plein temps. Et ces pasteurs-là, je ne sais pas comment c'est géré cette affaire de dîner au front. Mais à mon avis, le pasteur peut aussi... Là, le flux qu'il y a, c'est le flux lié à la rémunération. Mais ici, moi, j'ai parlé du flux lié à l'acquisition. Le flux lié à l'acquisition d'un pasteur, ce n'est pas un flux monétaire. Vous êtes d'accord avec moi? Non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, vas-y. Parce que moi j'ai une église. Par exemple, il y a certaines églises qui font ça. C'est pas vraiment officiel, mais ça se fait. Moi j'ai une église, bon, j'aimerais avoir un deuxième frère, second pasteur. Je dis, bon, mon frère, viens et tout. Tu auras par exemple une voiture, tu auras un salaire, le loyer sera payé par l'église. Mais moi je pense qu'on est en train de, comment on dit en français, acquérir. Acquérir le pasteur. Acquérir. C'est comme un joueur. Oh, tu Oui, viens mais jouer en en fait, équipe. Encore une Non, fois. mais le joueur, il y a c'est vraiment un exemple. Mais le flux, non, ça c'est aussi un flux monétaire. Encore une fois. Là, tu es en train de parler, tu le rejoins. Tu parles de la rémunération. Mais moi ici, j'ai parlé de l'acquisition. une transaction financière qui est liée à cette acquisition. Il n'y en a pas. Non, à la base, il n'y en a pas. À la base, il n'y en a pas. Donc vous convenez avec moi que le pasteur n'est ni de l'actif Mais immobilisé. quand il a l'onction, il rapporte. Peut-être que demain, on arrivera à trouver une formule qui permettrait de pouvoir calculer, de comptabiliser les flux non monétaires. Peut-être. Par exemple, le degré d'amour d'une personne. D'ailleurs, c'est une piste de travail. J'aimerais bien travailler dessus pour arriver à comptabiliser le degré d'amour ou le degré de haine qu'il y a, par exemple, dans une personne.
le degré de jalousie, etc. C'est bien. Hein? Et donc, du coup, tu feras ressortir des bilans d'une personne, l'actif. Voilà. Celui-là, il a beaucoup d'amour, il a un actif élevé. Passif, il a peu d'amour, il a beaucoup de haine et tout. Tu détermines le résultat, c'est important. Hein? Alors, donc, on y va, on continue. Alors, la présentation du bilan. Quelques critères régissent dans ces grandes lignes le classement des différents postes. L'importance accordée à chacun d'eux varie d'un pays à l'autre, d'un plan comptable à l'autre. Bon. Nous ici, les critères retenus qui se recoupent d'ailleurs pareillement, etc. Bon, ça, on a un peu brossé ça, tu peux continuer. Alors, les passifs aussi, on a un peu brossé, vas-y, continue. Continue. Alors, les masses, capital, réserve, bon, on continue. Hein. Les autres critères de classement, bon, ça c'est un peu, ça c'est notre critère à nous, hein. Le critère que nous on utilise. À l'actif, on a l'actif immobilisé. Dans l'actif immobilisé, on a premièrement les charges immobilisées. Hein, donc si vous pouvez noter, au niveau de l'actif immobilisé, vous avez premièrement les charges immobilisées. Les charges immobilisées ici, ce sont des dépenses qu'une entreprise réalise, mais dont elle estime que les bénéfices de ces dépenses-là seront également perceptibles au-delà d'un. Je reprends. Les charges immobilisées, c'est des dépenses qu'une entreprise réalise, dont elle estime que les, je ne vais pas dire les bénéfices, sinon on va confondre avec le bénéfice comptable, les avantages, voilà, économiques qu'elle va tirer de ces dépenses seront perceptibles au-delà d'un. Les cas principaux qu'on retient, c'est l'exemple des frais d'établissement. Par exemple, lorsque vous commencez une activité, tous les frais que vous supportez, les frais d'enregistrement, les frais du notaire, etc. D'accord ? L'entreprise peut estimer que les avantages attendus de ces frais-là ne seront pas perceptibles que sur un seul exercice, mais au-delà, avec d'autres exercices, et donc peut décider de les mettre en ce que l'on appelle charges immobilisées. À la base, c'est d'abord des charges, mais par rapport à leur caractère, à leur nature, on les met en immobilisation. Vous avez ensuite, là on est toujours dans l'actif immobilisé, donc d'abord dans l'actif immobilisé, vous avez ensuite les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles, pour l'ORADA, c'est quoi? C'est toutes les immobilisations. Immobilisations, j'avais dit que c'est des biens détenus de manière durable, mais qui ne sont pas palpables physiquement. Bon, ici, c'est pas par opposition spirituelle, hein. C'est pas parce que c'est pas physiquement que c'est spirituel. Malheureusement, on ne peut pas toucher physiquement. Ouais, qu'on peut pas, qui ne sont pas palpables physiquement. Et immobilisation corporelle, c'est tout ce qui est palpable physiquement. Vous voyez ici la définition de corps. Corporel, corps qui a un corps. Ok? Incorporel, donc qui n'a pas de corps. Alors, je donne sur un exemple. Le terrain, c'est une immobilisation incorporelle ou une immobilisation corporelle? Hein? Incorporelle. Corporelle. Pourquoi? Le terrain. On peut construire. Non, moi je ne parle pas de construire. Pas le terrain. Le terrain. Bon, elle a dit. On peut toucher le terrain. Oui. Voilà. On a dit corporel, c'est tout ce qui est un corps qui est palpable. Oui, le terrain il est palpable, n'est-ce pas? Voilà. Le logiciel, par exemple, Sage, que par exemple le cabinet acquiert
dans un CD, est-ce qu'il est corporel ou il est incorporel? Incorporel. 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 Et pourtant, il a été acheté dans un CD. Mais c'est pas le CD qu'on utilise. C'est pas le CD. C'est le logiciel. Voilà. Bon, maintenant, un ordinateur, d'accord, qui a été acheté, dans lequel il y a le système d'exploitation Windows, dans lequel il y a un antivirus, il y a un logiciel Sage. Ici, c'est une immobilisation corporelle, une immobilisation incorporelle. Non mais on va distinguer l'ordinateur lui-même, qui est une immobilisation corporelle. Ensuite, on a des logiciels qui ont été achetés, qui sont des immobilisations incorporelles. Donc, on peut bien avoir des immobilisations corporelles comme incorporelles. Oui. C'est ça. Oui. Mais ici, il faut aussi préciser que ça dépend de si nous avons la valeur, d'accord, des immobilisations incorporelles qui doivent donc être détachées de l'immobilisation corporelle représentant le... Mais aussi, il faut préciser que ces logiciels-là, on ne peut les constater distinctement que si et seulement si le fait de constater ces logiciels distinctement, ou disons, ces logiciels pourraient fonctionner, ou en tout cas, le matériel pourrait fonctionner sans le logiciel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le système d'exploitation Windows, par exemple, si vous le sortez de l'ordinateur, est-ce que l'ordinateur pourrait fonctionner? Est-ce qu'il s'y avait encore quelque chose? Non. Donc c'est à ce moment que, même si par ailleurs on connaît le prix du système d'exploitation en question, d'accord, on ne peut pas l'enregistrer distinctement de la machine parce que c'est inhérent. Le système d'exploitation permet de faire fonctionner. Par contre, l'antivirus, on peut le déconnecter parce que même sans l'antivirus, l'ordinateur peut fonctionner. Et on peut revendre l'antivirus distinctement de la machine. Voilà. Vous comprenez, non? Alors, vous avez immobilisation, à côté d'immobilisation corporelle, là on est toujours dans l'actif immobilisé. On a charge immobilisée, immobilisation corporelle, mais il y a aussi immobilisation financière. Les immobilisations financières, c'est toutes les créances qu'une entreprise détient sur un tiers, dont elle estime qu'elles seront remboursées sur un terme supérieur à 1 an. Ça, on appelle ça immobilisation financière. Je reprends, c'est toutes les créances qu'une entreprise détient sur un tiers, dont elle estime qu'elles seront remboursées sur une durée supérieure ou au-delà d'1 an. Elle estime qu'elle sera remboursée. Oui, sur une durée supérieure à 1 an. Donnez-moi 2 exemples. Donnez-moi des exemples. Ah non, c'est au-delà Au-delà d'un an. Au-delà d'un an. Vous pouvez me donner un exemple? Les lettres de change, c'est-à-dire Tu vas me utiliser un go pour quelque chose. donne-moi pourquoi les lettres de change peut être une immobilisation financière.